Et salut tout le monde et bienvenue en Terre Inconnue dans cette nouvelle vidéo lecture focus sur le label Ghost Machine. Donc sur toutes les publications parues chez nous, donc en France à ce jour. Donc le label Ghost Machine, il a été créé par Geoff Jones, donc scénariste légendaire, hein, on peut le dire. Il a beaucoup travaillé chez DC, notamment sur du Green Lantern, sur de la Justice League, sur la JSA, et puis plein d'autres choses, hein. Chez Marvel également, je sais qu'il a fait du Avengers, et puis pas mal de récits indés. Et donc, bah voilà, il a fondé son nouveau label, qui est donc du coup publié aux États-Unis par Image Comics. Et donc voilà, donc on va commencer donc par le premier tome sorti en France. Donc c'était il y a un moment, je dirais 2022. Et c'est vrai que bah il y a dû avoir du retard en VO parce que finalement bah, les dernières parutions de ce label c'était de cette année là, 2025. Donc voilà, donc on commence par le premier tome sorti. Donc c'était Geiger, donc qui fait partie de l'univers The Unnamed. L'univers The Unnamed c'est un univers partagé du coup. Donc on verra après avec les autres titres. Donc premier tome Geiger, du coup, scénarisé par Geoff Jones et dessiné par Gary Frank. Donc Gary Frank, de mémoire, les deux artistes ont collaboré ensemble sur les Batman Terre 1, qui sont en 3 tomes. Et donc voilà, donc l'histoire, qu'est-ce que c'est? Donc en gros, on va suivre, il va y avoir une guerre nucléaire, voilà, qui va commencer. Tariq Geiger, donc c'est ce personnage qui est atteint d'un cancer. Suite voilà, au largage des bombes nucléaires, donc, il va sortir de chez lui pour amener en gros sa famille, sa femme et ses enfants dans un abri anti-atomique qu'il possède. Voilà, ils y vont en urgence pour se protéger. Il y a les voisins qui ont la connaissance du coup de cet abri atomique qui vont arriver pour vouloir leur prendre leur place en fait. Il va y avoir une altercation, Geiger va réussir à mettre sa famille dans le bunker mais pas lui. Et l'explosion arrive. Il est trop tard, Geiger est dehors. Et tout est détruit autour. Donc déjà cette double page, la petite parenthèse, mais je la trouve incroyable. Je trouve que c'est très bien dessiné. Et puis bah, voilà, on voit l'explosion voilà, dans le reflet des lunettes de Geiger. Et puis ensuite, voilà, les conséquences de cette explosion. Enfin, je trouve ça vraiment magnifique. Et après, donc, on se retrouve 20 ans plus tard. Donc l'humanité a été quasi intégralement éteinte. Voilà, il reste que quelques survivants, hein. On est dans un monde post-apocalyptique où en fait l'air est chargé de radiation, donc l'humanité est obligée de sortir dans des combinaisons avec des gros scaphandres là. Et en gros, eh bien, Tariq Geiger, lui, a survécu à l'explosion et s'est vu doté de super pouvoirs suite à ça en fait, qui sont certainement liés à sa maladie qu'il avait, à son cancer. En gros, il a la capacité de pouvoir générer de l'énergie radioactive, plus ou moins sur demande. Et quand c'est le cas, bah voilà, il devient ce personnage, qui d'ailleurs est vraiment stylé, moi je trouve. Et lui, en gros, il s'est donné pour mission de protéger le bunker dans lequel est enfermée sa famille des menaces extérieures. Que ce soit voilà, des êtres humains ou même des formes de vie qui ont muté à cause des radiations. Voilà, lui, en fait, ce qu'il veut, c'est protéger le bunker. Personne n'a le droit de s'en approcher sous peine d'avoir affaire à Tariq Geiger, l'homme qui brille, je crois qu'il l'appelle. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ça, ouais, l'homme qui brille. Et du coup, l'action se passe du côté de Vegas, et on voit que les survivants, en fait, à Vegas, se sont partagés Vegas. Là, on le voit en fait sur cette carte, hein. En gros, là, on a Las Vegas ici, et en fait, on a plusieurs territoires qui sont contrôlés par des chefs de clan, finalement. Geiger, c'est un monde un peu loufoque dans l'esprit. De toute façon, on le voit bien, hein, qu'il a la gueule des personnages, là. Et on va dire que le big boss de Vegas, c'est ce personnage-ci, là, qui se fait appeler le roi, voilà. Qui se fait appeler le roi avec sa couronne, et puis même tous ses sbires, ses larbins, et ben ils portent des armures de chevalier. Enfin, il y a vraiment un délire particulier dans cette série. Moi, ça me fait beaucoup penser à la série Fallout,
que j'ai regardé là sur Amazon Prime. On est exactement dans la même ambiance, hein, cet esprit post-apo avec voilà, l'explosion nucléaire qui a ravagé la planète, quoi. Donc on est un peu dans on est vraiment dans des endroits désertiques, ravagés par les radiations, et les survivants sont de vrais fêlés en fait, qui se font la guerre pour tout et n'importe quoi, des bouts de territoire ou autre, hein. Et donc bah, voilà, on va suivre tout ce beau monde voilà, se taper dessus, et Geiger au milieu de tout ça qui lui veut protéger le bunker dans lequel est sa famille. Et puis par la suite, il va faire la rencontre de deux enfants qui vont devoir fuir Vegas. Et Tarek Geiger va devoir les aider, on va dire, dans leur quête. Et puis après, toute une histoire va se dérouler. Donc ce premier tome, il est vraiment très très bien. Côté graphique, côté dessin, c'est la branlée. Clairement, Gary Frank, c'est un très très bon dessinateur. Je pense que ça fait partie même des meilleurs dessinateurs de comics actuellement, hein, selon moi. Et vraiment, on a droit à des planches comme celle-ci, là, qui sont vraiment très très belles. C'est vraiment un très très bon dessinateur, Gary Frank. Donc, ouais, c'est un premier tome très sympa. Moi, j'ai bien aimé le délire. Et ouais, et même l'histoire se suit sans déplaisir. Voilà, il y a plein d'actions, des rebondissements. C'est vraiment très très cool. Donc ça, c'était pour le premier tome. Et ensuite, on a eu le droit donc, au deuxième tome qui est sorti donc, cette année, donc quand même bien plus tard. Donc le Geiger, tome 2. Donc là, voilà, on revient un petit peu avant l'explosion et juste après l'explosion, hein. Et là, on va apprendre en gros que peut-être que Geiger ne serait pas la seule personne à être dotée de ce genre de pouvoir, et qu'il serait peut-être possible qu'il puisse en guérir, parce que lui, il voit ça un peu comme une malédiction. Parce qu'on voit au début de ce tome que toute cette, là, c'est juste après l'explosion, là, toute cette énergie nucléaire qu'il a absorbée, il a du mal à la contrôler. Et que si ça devient incontrôlable, en fait, il y a risque d'explosion, risque de mort, que ce soit lui ou même tout ce qu'il y a autour. Et donc, il va rencontrer un docteur qui va lui permettre de pouvoir contrôler cette énergie en le dotant d'une armure, d'une espèce de gilet où il peut mettre 2 bâtons dans son dos qui lui permet de canaliser justement cette énergie. Quand les bâtons, il les a dans le dos, eh bien, il vient... il contrôle cette énergie. Donc il devient une personne, on va dire, normale, quoi. Et dès qu'il a besoin de se retrouver en l'homme qui brille, en fait, il retire ses bâtons de son dos. Et en fait, là, l'énergie se dégage de son corps. Et du coup, et là, il devient le personnage avec ses super pouvoirs. Il devient ultra brûlant. Tout ce qu'il touche, il peut fondre tout ce qu'il touche. N'importe quel matériau. Il devient super puissant, etc. Les classiques, quoi. Et du coup, voilà. Donc là, après, on suit cette aventure là où il sera accompagné d'ailleurs toujours de son loup à 2 têtes. Et d'ailleurs, la synergie entre les deux personnages fonctionne très bien. Donc ouais, son loup à 2 têtes toujours est accompagné aussi par un allié malgré lui, on va dire, qui va l'accompagner dans sa quête. Donc là, on peut voir par exemple cette double planche. Là, on le voit, le loup à 2 têtes, il est ici là. Et c'est vrai que c'est quand même magnifique, hein. Gary Frank toujours au top, hein. Puis on le voit bien d'ailleurs là, le personnage qui est juste ici là, on voit qu'il lui a mis la main sur le visage. Il n'a pas passé un bon moment lui, très clairement. Mais non, vraiment c'est très très cool, Geiger. Moi j'ai vraiment pas été déçu par le tome 2. Son allié malgré lui, c'est ce personnage-ci qui apporte finalement une petite dose humoristique dans cette quête, un peu de légèreté, parce que bon, c'est un personnage qui est un peu décalé et qui est en admiration face à Geiger. Donc, non, franchement, c'est très très cool. Donc, moi je vous le conseille. Et puis, on a des doubles pages comme ça. Ah, je l'ai prise au hasard, hein, vous voyez. Et c'est toujours la branlée, quoi. Donc, non, Geiger, c'est très très bien. Ensuite, deuxième récit qui fait partie donc de cet univers partagé The Unnamed, c'est donc Junkyard Joe. Toujours scénarisé par Geoff Jones et dessiné par Gary Frank, donc on est sur la même équipe artistique. Donc Junkyard Joe, en gros, on suit, donc on se place pendant la guerre du Vietnam,
Et on a les États-Unis qui ont créé donc ce robot, donc Junkyard Joe, qui a pour mission en gros d'évaluer la comment dire la guerre du Vietnam sur le terrain en fait. Il doit évaluer si cette guerre peut être gagnée ou non. Il va intégrer donc une équipe de soldats en fait qui sont en mission là-bas. Là-bas, c'est la guerre, hein, c'est horrible, hein, donc toute l'unité va mourir, hormis une seule personne qui va être gravement blessée, qui va pouvoir voilà, survivre à cette guerre. Et ensuite, et voilà, et en fait, sachant que ce commando-là, en fait, découvre que Junkyard Joe, en fait, finalement, c'est un robot. Et en gros, ça va être un frère d'armes qui sera très utile voilà, lors de leur mission. La guerre du Vietnam se termine, on arrive bien plus tard, où on va suivre finalement... voilà. Donc le survivant en fait, de cette guerre, c'est ce personnage qu'on retrouve des années plus tard, qui a bien vieilli. Il a un doute, il ne sait pas si finalement le robot qu'il a connu lors de cette guerre, est-ce qu'il existait réellement finalement. Voilà, les certitudes d'hier ne sont pas celles de demain, il en doute fortement. Et puis, de retour au pays, il est devenu en fait dessinateur de comic strip. Et son héros, son personnage principal, n'était autre que Junkyard Joe. Donc, voilà. Et puis, Junkyard Joe va revenir dans sa vie, voilà, du jour au lendemain. Et là, une histoire va en découler. On va dire que les propriétaires de cette machine sont à sa poursuite. Et il va y avoir toute une histoire autour de ça. Donc au niveau du dessin, je m'attarde pas parce que comme pour Geiger, c'est très très bien dessiné. Hein. Et au niveau de l'histoire, vraiment c'est très très bien. Moi, de base, c'était le récit qui me tentait le moins. Voilà. Je lui ai quand même laissé sa chance parce que c'est Geoff Johns et que j'avais vraiment envie de commencer cet univers. Et j'ai bien fait parce que vraiment c'est très très bien. Et donc le dernier tome à date donc, dans cet univers The Unnamed, c'est le Redcoat. Donc scénarisé par Geoff Johns, donc toujours, hein, et cette fois-ci dessiné par Brian Hitch. Donc Brian Hitch, le dessinateur qui a dessiné notamment les Ultimates chez Marvel, entre autres. Et du coup, donc l'histoire, qu'est-ce que c'est? Alors, on va suivre un Simon Pure, donc qui est un soldat britannique durant la guerre d'indépendance aux États-Unis. Simon Pure, c'est un lâche. C'est une personne qui ne pense qu'à soi, qui ne pense qu'à sa survie, qui ne pense pas aux autres, vraiment qu'à sa personne. Et il fera tout pour sa survie. Voilà. C'est un déserteur finalement. Et un jour, il va se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Il va assister à un rite satanique qui aura pour but de rendre immortelle la personne qui l'a subi, donc en l'occurrence celle-ci. Et en fait, finalement, ce sera Simon Pure qui va hériter de ce don d'immortalité. Et ensuite, on va le suivre, dans une aventure qui va mêler action, magie, enquête. Et il sera accompagné dans cette mission par Albert Einstein, durant le Albert Einstein jeune finalement, durant sa jeunesse. C'est un récit qui est très très bien, qui est très fun. Moi par contre, pour être honnête, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé des trois. En fait, Brian Hitch, c'est un très très bon dessinateur, hein, attention, hein, mais je le trouve quand même en dessous de Gary Frank, pour être honnête. Donc déjà ça c'est la première chose. Et puis même au niveau de l'histoire, c'est sympa, mais c'est pas celui que j'ai préféré. En tout cas pour l'instant, de ce que j'en ai lu. Maintenant ça reste quand même très très cool à suivre. On a un mélange, on a peut-être un mélange entre Indiana Jones pour le côté aventure, relique magique, voilà quoi. Et on a aussi peut-être un petit côté Die Hard, moi je trouve. Surtout pour le personnage. Parce qu'en fait finalement le personnage il est toujours au mauvais endroit au mauvais moment. Il fait toujours de son mieux pour pouvoir s'en tirer, et il s'en tire toujours, hein, finalement. Donc, on a ce côté-là, je trouve.
Donc non, ça reste quand même très sympa, hein, Redcoat. Et puis voilà, l'histoire, elle est cool à suivre, quoi. Et puis on a quand même de belles planches, quand même. Et après, il faut savoir qu'on a un deuxième récit qui n'a finalement rien à voir avec Redcoat, ou très peu, hop, qui s'appelle Le Blizzard. Hop. Donc voilà, donc en fait, dites-vous que ça, là, cette première moitié, là, c'est donc c'est Redcoat. Et ici, après, c'est l'autre récit, Le Blizzard. Donc scénarisé par Geoff Jones et dessiné par Andrea Mutti, il me semble. Oui, c'est ça, ouais, Andrea Mutti. Donc là, non, ça n'a rien à voir avec l'histoire qu'on a lue précédemment. En gros, on va suivre un convoi de prisonniers qui doit être transféré d'un point A à un point B. Donc ils se retrouvent dans un car avec des surveillants de prison. Et en fait, ils vont se retrouver bloqués dans une tempête de neige. Et dans cette tempête de neige, il va y avoir une mystérieuse créature qui va vouloir les buter, en fait. Hein. Cette créature-ci, là. Et donc l'histoire elle est plutôt sympa, c'est pas incroyable, mais bon c'est plutôt sympa. Le dessin bon par contre c'est très clairement c'est en dessous, hein, c'est en dessous de Brian Hitch. Même si je trouve que la patte graphique elle se mélange bien avec l'histoire qui nous est racontée. Mais c'est vrai que par contre ouais, c'est quand même en dessous quoi. Il y a tout de même un lien qui est fait en fin d'histoire avec Redcoat, donc je pense que c'est pour ça qu'il a été mis dans ce volume. Est-ce que c'était indispensable de l'avoir? Non, je pense pas. Maintenant, moi je suis quand même content qu'il l'ait mis parce que quand on adore cet univers et qu'on est complétiste, qu'on a envie de tout lire, bah finalement ce récit-là, ils n'avaient pas trop le choix que de le mettre ici. Hein. Enfin, s'ils l'auraient mis dans un volume à part, je pense pas que ça serait vendu quoi. Donc du coup, lecture encore une fois recommandée. L'univers The Unnamed dans le label du coup Ghost Machine. C'est très très cool. Moi je vous le conseille. Donc ensuite, on reste toujours dans l'univers, dans le label Ghost Machine, mais par contre là, on ne sera pas dans l'univers The Unnamed. Donc en fait, l'histoire dont on va parler, c'est Rook Exodus. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, donc publié par Image Comics sous le label Ghost Machine, mais par contre, ça n'a rien à voir avec l'univers The Unnamed. C'est-à-dire que là, cette histoire-là est complètement indépendante en fait. Rook Exodus, donc Geoff Jones toujours au scénario, et cette fois-ci, c'est dessiné par Jason Fabok. Donc il me semble que les deux, ils avaient travaillé sur le Batman 3 Joker, il me semble. Alors, Rook Exodus, de quoi ça parle? En gros, la planète Terre devient inhabitable pour l'homme, et une société privée propose, on va dire, moyennant finance, de quitter la planète Terre pour aller vivre sur une autre planète. Cette autre planète, elle n'est pas habitable par l'homme, mais cette société a la capacité de pouvoir terraformer certaines planètes pour les rendre habitables, justement. Et en gros, c'est la promesse d'un monde meilleur, d'un monde sans catastrophe naturelle, sans maladie, un monde parfait, en fait. Sauf qu'au bout de quelques années, il y a un souci. La machine qui permet de terraformer la planète sans rail se dégrade. La vie sur cette planète commence à être compliquée et sera même impossible à l'avenir. La société du coup décide tous les habitants de cette planète-là, en fait, ils les ramènent sur Terre, voilà. Et ils promettent à ces personnages-là qui sont dotés de casques de venir les récupérer plus tard, sauf qu'ils ne le font pas. Ils sont parvenus depuis longtemps. Donc ouais, ces personnages-là sont livrés à eux-mêmes sur cette planète. Donc certains veulent pouvoir en partir par leurs propres moyens. D'autres veulent y rester en espérant peut-être pouvoir réparer la machine qui permet de terraformer cette planète. Ces personnages-là, en fait, sont dotés de casques qui avaient été fournis par l'entreprise. Ces casques-là permettent de communiquer avec une espèce animale. Et du coup, ça permettait en fait de pouvoir contrôler la faune de cette planète. Par exemple, Corbeau, lui, avec son casque, il a la capacité de pouvoir contrôler les corbeaux. Ce qui permettait, par exemple, d'éviter à ce que ces bêtes-là viennent piller les récoltes, les champs, etc. Et en fait, on aura plein de personnages qui auront des casques qui seront liés à des espèces différentes. Et après, il y aura toute une histoire qui va découler de ça, avec des rebondissements, des péripéties, etc. L'histoire, elle est très cool. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire.
c'est pas non plus l'histoire de l'année, pour être sincère. Mais par contre, voilà, ça se tient bien, il y a des rebondissements, on a envie de connaître la suite. Et par contre, le gros point fort de cette série, bah, c'est son dessin. Jason Fabok, là, il est au top du top. Moi, je trouve que c'est quand même assez impressionnant. Enfin, franchement, moi, j'ai été sur le cul du début à la fin de l'album. Enfin, à chaque fois que je tournais une page, je me disais, c'est pas possible. Je restais un temps fou à contempler les détails. Enfin, vraiment, pour moi, c'est exceptionnel. C'est, je pense, graphiquement, c'est le plus beau titre du label Ghost Machine, selon moi. Et pourtant, il y a du niveau, hein, franchement, sur les dessinateurs, mais là, vraiment, c'est incroyable. Euh, les décors sont magnifiques, le chara-design des personnages aussi sont top. Ils sont tous plus badass les uns que les autres. Très bien designés. Et ouais, même les décors, ça fourmille de détails, les expressions des visages. L'expression des visages, elle est incroyable. Non, non, vraiment, moi je vous le conseille, hein. En plus, Urban a eu la bonne idée de publier du coup ce récit dans leur collection donc Urban, donc cette collection grand format. Et c'est vrai que pour les dessins, bah, c'est ce qu'il fallait, hein. Pour moi là, ils ont eu la bonne idée, hein, très clairement. Donc ouais, mais, regardez-moi ça, franchement, c'est quand même fou. Donc moi vraiment, Rook Exodus, bah, je vous le conseille. Un tome pour le moment. Voilà. Pas d'autres séries qui sont rattachées à celle-ci. Donc vraiment, voilà, hein, la suite bah, dans le tome 2, hein. Et voilà. Et ouais, regardez-moi, mais les personnages, mais la badasserie des personnages, c'est quand même un truc de fou, hein. Donc ouais, vraiment, moi, Rook Exodus, je vous le conseille. C'était une très très bonne lecture. Et donc pour terminer, bah, le dernier sorti à date, c'est donc le Hyde Street, que je viens de terminer, du coup. Scénarisé toujours par Geoff Jones, hein, et dessiné par Ivan Reis. Alors, Ivan Reis, pareil, très bon dessinateur. Les deux ont travaillé ensemble, notamment sur le run Geoff Jones présent de Green Lantern, qui est, je pense, le meilleur run pour débuter les Green Lantern. Donc, Hyde Street, là, cette fois-ci, donc pareil, complètement indépendant des autres volumes. Voilà. On est sur un tome 1, il y aura un tome 2 après qui continuera l'histoire, mais ça n'a rien à voir avec The Unnamed ou avec Rook Exodus. Là, on est sur un récit horrifique. En gros, High Street, de quoi ça parle? On commence l'histoire en fait un peu sous forme d'anthologie. C'est une anthologie d'horreur. En gros, on a des personnages, on a des personnages qui sont mauvais, qui ont fait de mauvaises actions dans leur vie. Et ces personnages-là peuvent, du jour au lendemain, au détour d'une rue, se retrouver sur High Street. Finalement, c'est un peu une rue mystique, maléfique, tu peux se trouver à n'importe quel endroit. Si on a fait quelque chose de mal dans sa vie, on peut s'y retrouver. Et une fois qu'on y est, eh ben on est chassé, on va dire, voilà, par certaines personnes, des résidents, qu'ils appellent, des gens qui habitent High Street et qui sont là pour collecter leurs âmes. Leurs âmes pour le compte du conteur, il me semble. Un personnage mystérieux pour l'instant, on ne sait pas trop sur lui. Et en gros, chaque chapitre, finalement, on va se focaliser sur un des résidents qui est là pour collecter les âmes pour le compteur. Et voilà. Et ça va être plein de petites histoires horrifiques sur leur chasse voilà, aux personnes mauvaises qui sont entrées dans High Street. Honnêtement, c'est très très cool. Pareil, petite précision, mais on a... en fait, chaque résident sur High Street, en fait, ils sont enfermés dans High Street également, les résidents. Et en gros, le compteur leur promet qu'au bout de 10 000 âmes collectées pour lui, eh ben, ils ont la possibilité de pouvoir quitter Hyde Street et en plus d'avoir la vie dont ils rêvent. Voilà, c'est la promesse du compteur, ça. On peut le voir, normalement, on a un tableau. Je vais essayer de vous retrouver ça. On a un tableau des scores un peu, en gros, c'est ça. Voilà, juste ici. Donc en gros, ça, là, c'est le tableau des scores, en fait. Voilà, on a tous les résidents de Hyde Street qui ont été sélectionnés par le compteur. Voilà. Et en fait, on a leur score d'âme collecté. Et au bout de 10 000 âmes, ils ont la possibilité de partir. Donc chaque chapitre, c'est un peu comme une anthologie d'horreur. Ça a un petit peu une vibe, un peu les contes de la crypte, hein.
Mais il y a quand même un fil rouge qui se tisse au fur et à mesure. Et franchement, c'est très très cool. Alors déjà graphiquement, Ivan Reis, bon bah pareil, c'est claque absolue, on peut le dire. C'est très très bien dessiné. Bon après Ivan Reis, moi c'est pareil, un dessinateur que j'adore. En fait c'est ça la force de Geoff Jones avec son label, c'est qu'il s'est vraiment entouré, je trouve, des meilleurs dessinateurs actuellement. Quoi. Enfin vraiment pour moi, enfin il a pris les meilleurs avec lui quoi. Et donc ouais, vraiment Hyde Street très très cool. Les personnages, pareil, certains sont vraiment atypiques, on peut le dire. Et vraiment, ouais, c'est ce côté horrifique, Geoff Jones, il le maîtrise très bien, parce que finalement, c'est pas un genre dans lequel on l'a vu travailler auparavant. Enfin, en tout cas, moi, ça me dit rien. Et il s'en sort très très bien. Et il faut dire que Ivan Reis y est pour beaucoup aussi. Hein. Donc, ouais, moi, Hyde Street, bah, je vous le conseille également. C'est vraiment très très bien, quoi. Tac, je vous montre quelques planches là qui en valent le coup. Ah ouais, c'est vraiment. On a des doubles splash pages comme ça qui sont vraiment magnifiques. Hein. Donc voilà, donc eh bien voici tout ce qui est sorti du label Ghost Machine à ce jour, publié donc par Urban Comics. Donc moi vraiment, si on devrait faire un bilan actuellement, bah en vrai c'est génial. Franchement, tous les titres actuellement m'ont plu. Donc moi je vais clairement continuer. Hein. Tout ce qui sortira par Geoff Jones sur ce label, moi je vais suivre. Je vous les conseille tous, hein, vraiment. Moi, je lis pas mal de récits indépendants, et notamment d'univers partagés. Moi, j'aime bien justement découvrir des nouveaux univers voilà, qui se développent voilà, sous nos yeux, on va dire, en cours de publication. Et je pense qu'actuellement, ce que fait Geoff Jones dans son label Ghost Machine, je pense que c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Voilà, selon moi. Donc, bah, ce sera tout pour moi. Dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces titres. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!